Paris, 14e arrondissement. C'est ici, au 12 de la rue Émile Faguet, que vécut le physicien Pierre-Victor Auger, l'un des grands acteurs de la naissance de l'énergie atomique en France. Élève de Marie Curie, collaborateur et ami de Frédéric Joliot, découvreur des gerbes atmosphériques et de l'effet qui porte son nom, Pierre-Victor Auger fut aussi sculpteur et poète. En juillet 1944, il réussit à rencontrer en secret le général de Gaulle pour le convaincre de reprendre les travaux sur l'énergie atomique en France. Cette initiative fut à l'origine de la création du Commissariat à l'énergie atomique à la Libération. Je suis né le 14 mai 1899, la dernière année du siècle dernier. Alors j'ai passé ma vie entière au XXe siècle, mais je suis né au XIXe, à la fin du XIXe siècle. Et je suis né dans une famille universitaire. J'ai été baigné, si je puis dire, dans la science, dans des conversations scientifiques, à cause de mon père, qui était professeur de chimie analytique, et aussi à cause de nos voisins, les Hadamard. Jacques Hadamard, le grand mathématicien, habitait à côté, et il a eu une grande influence sur moi aussi. J'ai commencé à m'intéresser aux sciences, la chimie à cause de mon père, naturellement, mais aux sciences naturelles. Mes premiers essais de sciences naturelles, c'était l'étude des insectes, des fourmis en particulier. Je me suis intéressé aux fourmis. J'avais fabriqué une fourmilière artificielle avec un vitre pour regarder ce qui se passait à l'intérieur. Les livres sur les insectes de G.H. Fabre ont bercé, si je puis dire, mon enfance et l'ont engagé dans la direction des sciences naturelles. Je suis entré à l'école normale comme biologiste dans le groupe 2, mais je suis immédiatement orienté vers la physique, car le livre de Jean Perrin que j'ai lu à ce moment-là m'a tellement intéressé que j'ai abandonné ma carrière de naturaliste pour entrer directement dans la carrière scientifique. J'ai suivi naturellement les cours de Marie Curie sur la radioactivité, mais toute la théorie atomique. Elle présentait l'atome de Bohr, qui à ce moment-là était la grande affaire. Wilson a publié des photographies qui m'ont enthousiasmé, pas que moi, tous mes camarades, mes amis, enthousiasmé de voir effectivement, d'observer ces trajectoires, on les voit sous la forme de ces filaments de gouttelettes d'eau. Alors j'ai été attiré par cette expérience de façon tellement forte que Francis Perrin et moi avons fabriqué une chambre de Wilson, et j'ai ensuite fabriqué ma propre chambre de Wilson avec des perfectionnements qui m'ont permis de faire une découverte de l'effet qu'on appelle l'effet Auger. Je suis entré en la physique cosmique par des conversations avec Louis Le Prince-Ringuet, qui s'intéressait aux rayons cosmiques. Et moi aussi, d'ailleurs, j'avais commencé à faire quelques travaux grâce aux compteurs de Geiger-Müller qui sont excités par des particules de rayonnement cosmique. Et ces travaux-là, nous les avons fait avec le Prince-Ringuet, nous avons fait des mesures de rayonnement cosmique tout le long d'un méridien entre le Havre et Buenos Aires, et montré qu'il y avait une baisse d'énergie, une baisse du nombre de particules de rayons cosmiques à l'équateur, ce qui prouvait qu'il s'agissait de particules chargées. Ça m'a intéressé de continuer, et alors j'ai continué à faire des travaux sur les rayons cosmiques, et je me suis intéressé aux gerbes de rayons cosmiques à ce moment-là. Cette année-là, j'ai assisté à une conférence sur les rayons cosmiques de Pierre Auger, qui était, avec Joliot, c'était les deux meilleurs physiciens. Si vous voulez, s'il y avait une coupe Davis des physiciens, c'est Joliot et Pierre Auger qui auraient joué pour la France. Et alors, donc, Auger a fait une conférence où il parlait de mesures sur une très grande différence de latitude, qu'il n'avait pas le temps d'y aller lui-même et qu'il serait bien heureux de trouver une équipe qui voulait bien le faire. Alors, j'étais à côté d'un de mes collègues plus âgé que moi du laboratoire Curie,
s'appelait Grégoire, et nous avons été voir Auger après sa conférence en lui disant « Si vous pouvez obtenir de la faculté de nous donner 3 mois de vacances, nous sommes prêts à aller faire l'expérience pour vous. » Et alors les choses se sont faites, et nous sommes partis début juillet 1939 sur le bateau mensuel qui faisait la liaison entre Paris, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Auger avait ajouté un de ses collaborateurs qui s'appelait Maz, et dans le fond, tous les trois, nous avions comme ça ces mesures à faire. Ça nous donnait une occupation sur le bateau. Et nous sommes arrivés début août, début août 39 à Tahiti. Et là, nous devions faire un point fixe. Alors nous nous sommes installés à 20 km de Tahiti, dans un endroit où il y avait un hôtel avec des bungalows. Et un beau jour, on nous a dit, mais vous savez, l'ordre de mobilisation est affiché en ville à Papeete, et on est reparti. Alors en faisant les zigzags et en prenant 45 jours, voyage assez mouvementé, nous sommes repartis. Je suis arrivé en France seulement en novembre. Et alors là, c'était le statut des Juifs. J'ai donc été révoqué. Et alors là, je me suis donné énormément de mal pour repartir. Je suis passé par la Martinique, et c'est là où j'ai fait la connaissance de Lévi-Strauss, qui lui aussi avait eu les mêmes ennuis que moi. Et d'ailleurs, dans Triste Tropique, Lévi-Strauss raconte que je lui expliquais à la Martinique qu'il allait probablement y avoir une bombe atomique tôt ou tard. C'est, je m'en souviens, dans le patio de cet hôtel, que Bertrand Goldschmidt, arrivé par le même bateau, m'expliqua un soir le principe de la bombe atomique et me révéla, on était en mai 41, que les principaux pays étaient engagés dans une course scientifique qui garantirait la victoire à celui qui se classerait le premier. Pendant la guerre, dans le début de la guerre, je me suis occupé avec un ami de faire traverser les frontières aux aviateurs abattus pour retourner dans les pays alliés. Et ça s'appelait, nous appelions ça le métro. Et je me suis occupé de ce métro. Et ça a été connu par les Allemands. Et la Gestapo m'a poursuivi et m'a venu me chercher rue Émile Faguet, où j'habite actuellement. Où j'habitais, et ma concierge m'a dit, vous savez, partez tout de suite, ils vont venir. Ils m'ont dit qu'ils reviendraient dans 1 heure et ils vont vous emporter et ils vont vous emmener en prison. Alors j'ai pris ma valise, que j'avais préparée à l'avance naturellement, et je suis parti immédiatement sans attendre. Alors j'ai pu franchir la ligne et arriver à Lyon. Et à Lyon, j'ai pu obtenir un visa américain pour moi et mes filles, ma femme et mes filles. Et nous sommes passés en Espagne, puis au Portugal, et nous avons pris un bateau à Lisbonne qui nous a amenés à New York. Et alors là, j'ai été reçu vers le 20 juillet par Arthur Compton, qui m'a dit, écoutez, vous êtes là pour vous familiariser sur un élément nouveau dont vous n'avez jamais entendu parler, qui s'appelle le plutonium, qui a été découvert par un chimiste américain avec lequel vous allez travailler, qui s'appelle Glenn Seaborg, que cet élément va permettre de faire une bombe dans 3 ans, que la première servira contre le Japon, que le Japon, nous sommes 6 mois après Pearl Harbor, que la seconde servira contre l'Allemagne et que la guerre s'achèvera comme ça. Et puis il m'a ajouté, et dans tous les secrets que vous apprendrez, le plus secret, c'est l'insolubilité du fluorure de plutonium. Je n'avais jamais entendu parler de cet élément plutonium, car les Allemands n'ont pas d'un cyclotron suffisamment puissant pour faire du plutonium en quantité mesurable même, et par conséquent ne connaissent pas l'existence du plutonium. Et effectivement, le plutonium était un élément formé par la synthèse atomique par les neutrons
sur le 238, celui qui ne subit pas la fission, et c'était l'uranium est le 92e et le plus lourd existant sur Terre, et plutonium est le 94e, si vous voulez. C'était vraiment un élément de synthèse. Et puis, tout ceci se passait à l'intérieur de l'université de Chicago, dont certains laboratoires étaient interdits si on n'avait pas un laissez-passer pour entrer. Et alors Compton m'a amené voir celui qui allait être mon patron, et à ma surprise, j'ai trouvé un homme qui avait 6 mois de plus que moi. Il venait d'avoir 30 ans, j'en avais 6 mois de moins, et Glenn Seaborg était un physicien extraordinaire américain, un physico-chimiste si vous voulez, et toute son équipe, nous étions une trentaine, avaient tous entre 20 et 25 ans. Nous étions les deux vieux de l'équipe, avec mes 29 ans et ses 30 ans. Et alors là, j'ai passé 3 mois tout à fait extraordinaires, certainement les plus excitants de toute ma carrière, si vous voulez, parce que, alors, nous avons travaillé à l'extraction du premier quart de milligramme de plutonium, produit dans 150 kilos de sel d'uranium qui avait été bombardé par les rayons, les neutrons formés, dont le plus puissant cyclotron américain. Et en même temps, j'allais voir se construire sous les stands du terrain de football une grande masse de briques en graphite où on mettait de l'uranium, et c'était les étapes vers la première pile atomique qui se construisait sous ce stade. Au Chicago, j'ai assisté alors à quelque chose, un événement tout à fait formidable, le démarrage de la première pile atomique. Sous les gradins du stade de Chicago, du stade sportif, la première pile atomique était constituée avec du graphite, des briques de graphite contenant des morceaux d'uranium. Et ces briques de graphite devaient être du graphite très pur pour que les neutrons ne soient pas absorbés. Et Fermi, qui était là, c'est Fermi qui a présidé à la construction de cette pile. Fermi disait toujours plus pur. Il faut que notre graphite soit encore plus pur que vous le faites. Et on avait été obligé d'utiliser des dispositifs tout à fait spéciaux pour éliminer complètement les neutrophages, les molécules, les atomes mangeurs de neutrons qui se trouvent normalement dans le carbone, dans le graphite. Et à force de purifier le carbone, ils ont réussi à construire une pile. C'était vraiment une pile, c'est-à-dire un tas de charbon, vraiment un tas de charbon, qui a démarré. Et tout d'un coup, la réaction par chaîne s'est allumée, et la pile a démarré et a produit l'énergie, a commencé à démarrer. Et Fermi, qui était là, avait dit « Regarde ça ». Alors je regardais l'aiguille, elle est montée à 17 watts, il dit « C'est assez, on arrête ». Et alors on a plongé dans la pile les barres de fer contenant des neutrophages pour arrêter le fonctionnement. Parce qu'on ne pouvait pas laisser la pile s'emballer. Ça aurait été très dangereux si la pile s'était emballée et avait produit des neutrons en quantité considérable. Il a fallu à ce moment-là déménager la pile, et ils l'ont enlevée de là, et ils l'ont déménagée, et emmenée à la campagne, très loin de Chicago, dans la forêt d'Ardennes, où on a pu continuer alors à faire démarrer la pile à des énergies beaucoup plus élevées. Et c'est le commencement du développement de l'énergie atomique. Au début de l'automne 1942, une équipe anglo-canadienne, dirigée par Hans Hallmann, allait regrouper les scientifiques français présents aux États-Unis et les mettre à la disposition de la recherche de guerre, dans un grand laboratoire situé à Montréal. Auger et Goldschmidt furent détachés par les forces françaises libres pour faire partie de ce projet. Et c'est ainsi que a été monté ce laboratoire, et qui a, et c'est très important à le souligner, qui est le premier accord, qui est le premier grand laboratoire multinational qui a jamais été mis sur pied. Si vous voulez, c'est un précurseur du CERN. Quand nous avons appris que le général de Gaulle allait passer par Ottawa en juillet 1944, nous avons été tous les trois, Pierre Auger, Jules Guéron et moi-même, trouver
le chef de la France libre à Ottawa, qui s'appelait Gabriel Bonneau, pour lui dire « Nous voulons voir le général un quart d'heure seul pour lui dire quelque chose de si important et de si secret que nous ne pouvons pas vous lire à vous-même. » Alors Bonneau, qui était un homme raisonnable, a dit « Bon, je vais y réfléchir. » Et puis au bout de quelques jours, il nous a dit « Oui, mais un seul d'entre vous. » Alors nous avons choisi Guéron, qui avait joint les gaullistes la France libre en juin 40 et qui avait lui rencontré déjà De Gaulle que ni Auger ni moi-même n'avions vu. Et puis au fur et à mesure que le temps s'est rapproché de la date de la visite du général, le quart d'heure s'est rétréci de plus en plus et finalement a été 3 minutes. Et ces 3 minutes que nous avions rédigées ensemble, appris par cœur ensemble, au cas où brusquement Guéron s'évanouisse ou ne soit malade, nous avons donc été à Ottawa et quand De Gaulle est entré qui n'a passé qu'un quart d'heure à la délégation de la France libre, Bonneau lui avait expliqué de quoi il s'agissait et De Gaulle a dit « Je voudrais aller me laver les mains » et Bonneau lui a dit « C'est au fond du couloir, la porte à gauche » et en réalité il est entré dans la porte à droite, il a dit « Guéron, vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi vite » et Guéron lui a dit, de notre part à tous les trois, « Il va y avoir une bombe qui sera prête dans 1 an, elle permettra de terminer la guerre avec le Japon d'abord et l'Allemagne ensuite. Elle révolutionnera tout l'après-guerre. La politique mondiale en sera marquée. Il faut tout de suite qu'on reprenne les travaux en France. Et c'est à Joliot et à Perrin qu'il faut que vous adressiez, car c'est les seuls qui sont disponibles. Auger était encore au Canada à ce moment-là. Et alors, il a dit très bien, et en sortant, nous lui avons été présentés, Auger et moi-même, et moi, alors, à ma joie, il m'a non seulement dit, il m'a dit, merci monsieur le professeur. Personne ne m'avait jamais appelé professeur de ma vie, il m'a dit, j'ai très bien compris votre message. Et je crois que nous avons ainsi contribué à ce que le commissariat à l'énergie atomique soit créé aussi rapidement. Eh bien, en 1945, avec Frédéric Joliot-Curie, qui était un ami, je m'appelais Fred, il m'appelait Pierre, etc. C'était un ami, et avec Frédéric Joliot-Curie, nous avons examiné la question de savoir comment la France, quelle situation la France pouvait prendre dans les recherches nucléaires, dans les recherches atomiques. Recherches nucléaires, pas seulement atomiques, mais nucléaires. Et nous avons décidé que ce qu'il fallait faire, c'est de créer un organisme, et pour ça, il fallait aller voir le général de Gaulle. Nous avons été visiter le général de Gaulle, Frédéric Joliot-Curie et moi-même, et nous avons fait allusion au général de Gaulle à cette visite qu'il avait faite à Ottawa. Et alors il m'a dit, oui, je me souviens très bien, vous m'avez expliqué ce qui avait été fait en Amérique, eh bien il faut créer quelque chose en France qui puisse prendre la suite des travaux de Frédéric Joliot-Curie en créant des réacteurs nucléaires. Et pour faire des réacteurs nucléaires, il faut un organisme d'État assez important. Eh bien, vous allez créer quelque chose qu'on appellera Commissariat d'énergie atomique, et vous prendrez avec vous Dautry comme organisateur, parce que Dautry est un remarquable organisateur, disons, au niveau le plus élevé du fonctionnement de l'État français. Puisqu'il avait rétabli les chemins de fer, etc. Enfin, alors, avec Dautry, on a établi les plans d'un commissariat à énergie atomique dont Frédéric Joliot-Curie était automatiquement le haut commissaire, c'est-à-dire le patron. Et ça a fonctionné pendant quelques années comme ça avec Joliot. Comme vous savez, il a été obligé de partir ensuite, beaucoup plus tard, à cause de sa présence active dans le Parti communiste. S'il avait été simplement membre du parti, mais il était militant. Et ça n'a pas été toléré par le gouvernement français. Il a prié de s'en aller. Alors, 45, fin 45, début 46, janvier par là. Joliot est en train de créer le commissariat.
à l'énergie atomique. Avec pour mission, créer des machines qui permettront de produire de l'énergie électrique avec l'uranium. Et Joliot me prend et me dit, voilà, il nous faut de l'uranium. Il y a 140 kilos d'uranium qui ont été planqués pendant la guerre dans un transformateur, dans un petit patelin en province. Hein, on les a ressortis, j'y étais toujours. C'est tout ce que nous avons. Il m'en faut 20 tonnes avant la fin de l'année. Allez, avec Chamidat, tous les deux. Chamidat, c'était un électronicien génial qui était dans le labo de Joliot. On se consulte avec Chamidat, on réfléchit, on dit, il n'y a pas deux moyens. Si on passe en avion, on basse l'altitude avec quelque chose qui détecte le rayonnement gamma, on s'apercevra que c'est un peu plus radioactif dans ce coin-là qu'ailleurs. Ça veut dire qu'à cet endroit, il doit y avoir un affleurement. Alors, Chamidat et moi, on était à plat ventre on avait déménagé les trois fauteuils, il y avait juste celui du pilote qui était resté. On était à plat ventre avec notre appareil, nos compteurs, Gégère, hein, et l'un de nous deux était en train de lire le voltmètre qui comptait les coups, là, cette espèce de voltmètre bricolé. Toc, 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 toc. Et on devait voir toc, 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 quand on passait sur une source. Pas plus que ça. Dans un vacarme effroyable d'avion, sur un plancher qui vibrait. Voilà comment on a fait la première expérience de prospection d'uranium. Tout fier, le lendemain, on va trouver Joliot tous les deux. Joliot nous dit, voilà, mes pauvres amis, ça va coûter bien cher. Faites-nous un truc en voiture. Hein, on a quelques jeeps de l'armée, 2 jeeps de l'armée qu'on a réussi à avoir. Hein, on les utilisera pour battre la campagne avec ça, dans les endroits où nos géologues nous diront qu'il est probable qu'on trouve de l'uranium. Ils ont quelques idées là-dessus. Bon, très bien. Alors on a fait ça. Alors ça a été comme ça qu'on a trouvé la mine qu'on appelait la mine Henriette, à la Crousille, et qui a donné, je ne sais pas combien de centaines de tonnes d'uranium. Il y a des endroits où ça dépassait 1 mètre de large, le filon, de la pêche blinde pratiquement pure. Voilà comment a été trouvé le premier gisement français. Ensuite, il y a eu tas d'autres. La construction d'une première pile de faible puissance est l'étape indispensable au développement de l'énergie atomique dans notre pays. C'est l'étape cruciale. Elle prouve que l'on connaît les caractéristiques essentielles des phénomènes de réaction nucléaire en chaînes divergentes et elle permettra de construire avec plus de facilité et de sécurité les piles de moyenne et même de grande puissance. Je savais que je voulais faire de la physique. Pourquoi? Parce que je trouvais ça formidable. C'était mystérieux. En 1947, quand j'ai quitté l'école des mines, au bout de 2 ans, bon, c'était une période où la physique, c'était terriblement attirant. Hein, la physique nucléaire. Tout. Je suis rentré chez Joliot, j'ai demandé à Joliot à rentrer chez lui, et il a été très aimable. Il m'a fait rentrer chez lui. J'avais passé une licence en même temps. Et au fond, je ne savais rigoureusement rien en physique. Le cours que j'avais pu avoir à l'école des mines, c'était rien. En mathématiques spéciales, c'était rien. Et le fait que je sois devenu physicien est lié au fait qu'on m'a donné une chance de rentrer dans un bon labo. Et je suis rentré au laboratoire de Joliot, et ce qui était merveilleux, c'est qu'on était très libre. Joliot faisait un cours au Collège de France qui, à mon avis, avait un grand intérêt, où il expliquait comment il avait fait des découvertes, comment il avait raté telle découverte. Et au fond, c'est quelque chose qui vous familiarisait avec la découverte. On n'avait pas l'impression que c'était quelque chose de monstrueux, on avait l'impression que c'était un jeu. On avait l'impression qu'il y avait une part de jeu là-dedans qui était à votre portée. Et il y avait des années pendant lesquelles on pouvait patiemment rechercher quelque chose, on se trompait, puis tout à coup, il y a un type de l'autre côté du channel qui disait « mais il n'a pas vu que ce qu'il voit, ce sont des neutrons ». Ça a été le cas de Chadwick, qui, en regardant les publications de Madame Joliot, disait « mais ce qu'il voit, c'est des neutrons ». Hein, parce que lui, il avait eu un cours de Rutherford qui avait recherché des neutrons, qui avait émis l'hypothèse où il ne l'avait pas trouvé. Il y avait une espèce d'époque... C'était un tout petit cercle de gens, il y avait des mœurs très différentes. Et quand il nous les décrivait, au fond, on le vivait et on a l'impression qu'on pouvait continuer. On pouvait continuer à faire des découvertes. Hein? Et je me suis intéressé aux instruments. J'étais fasciné très tôt par les instruments. Rien ne me paraissait plus beau qu'une chambre Wilson, hein, où on voit les traces, et rien ne m'a paru plus beau que la chambre à bulles quand la chambre à bulles est arrivée. Les chambres, c'est une façon de voir les particules. Hein,
hein. C'est une façon, vous faites de la physique des particules, la physique nucléaire, le problème c'est de voir ces choses-là et de les mesurer. Alors, vous avez des instruments primitifs, vous avez des instruments que vous trouvez dans votre labo quand vous arrivez, et puis il y a ceux que vous voulez inventer. Au fond, j'adorais inventer des trucs comme ça. J'ai inventé des tas de détecteurs totalement inutiles. Et c'est ceux qui sont les plus inutiles qui sont parfois les plus jolis. Et ils sont inutiles. Mais je m'étais fait un peu une spécialité de chercher à faire des instruments. Alors, j'ai fait de la physique nucléaire, j'ai passé une thèse, et j'étais fasciné par, tout de même, la physique théorique et le sens de ce que je faisais. C'est pourquoi j'ai été à 2 reprises à l'école des Ouches, l'école de physique théorique des Ouches, où on passait un certain nombre de semaines, et ça, c'était merveilleux. Et l'école des Ouches a énormément contribué à apporter ce qu'il y avait de meilleur en physique théorique mondiale à cette époque, qui se trouvait aux États-Unis. On a vu des profs comme Fermi, Dyson, Gell-Mann. C'était vraiment de l'air frais, parce qu'il y avait des problèmes colossaux. On trouvait le pion, le muon, il y avait des particules nouvelles, et on avait l'impression qu'une ère nouvelle s'ouvrait, et ça m'a donné envie de faire de la physique de hautes énergies. Il y avait vraiment un travail considérable à faire pour relancer, après la guerre, relancer la recherche scientifique. Alors j'ai pu faire un projet qui d'ailleurs a paru complètement absurde à beaucoup de gens. Enfin, j'ai dit on va créer un organisme européen et on va construire le plus grand accélérateur de particules au monde. On m'a dit vous êtes fous. Mais j'ai tenu ferme et j'ai réussi à faire appeler par le directeur général de l'UNESCO une conférence à Paris, dans le local de l'UNESCO, une conférence de délégués d'un certain nombre d'États chargés d'examiner la possibilité de créer un centre européen de recherche nucléaire. Cette conférence a choisi le site, c'est moi qui l'ai choisi d'ailleurs, le site du CERN. J'ai été à Genève, visiter les terrains autour de la ville de Genève. C'était une plaine tout à fait libre, en frontière avec la France, et il a été décidé de construire le CERN à cet endroit-là. J'ai écrit plusieurs poèmes en anglais, oui. J'en ai un dans de ça, de là, et 2 dans les Lucarnes. Vous voulez que je récite un des poèmes en anglais? Par exemple, celui, je crois, le plus réussi sur Alice au pays des merveilles. Il commence comme cela. 'Twas the king of cherry trees, crowned with thousands of glories. Alice took my arm and said, clap your hands, they will be afraid. All the flowers took their flight, rosy cloud into the light. The poor tree was standing there, all his branches black and bare. Then Alice said, clap again. I did it, and not in vain. Butterflies came down in showers, took the place of all the flowers. The old tree was back in glory, and that's the end of my story.